à toi de jouer, on est parti. On t'écoute. En préambule, je vais introduire mon positionnement à partir de deux constats. Le réchauffement climatique est sans équivoque et nos écosystèmes sont de plus en plus fragiles. De plus, l'économie de marché effiloche de plus en plus le tissu social économique et crée de nombreuses inégalités. Donc un déséquilibre entre les dimensions environnementales, sociales et économiques s'est formé au fil des années. Il est donc nécessaire de revisiter notre modèle, de changer de logiciel, de décoloniser les imaginaires pour tendre vers plus de soutenabilité et créer une plus forte harmonie entre ces dimensions parfois contradictoires. L'OCDE, l'Organisme de coopération et de développement économique lui-même, nous incite à déployer de plus en plus des solutions radicales et systémiques pour assurer une transition rapide vers plus de soutenabilité dans nos modes de production et de consommation. Dans cette dynamique, de nombreuses initiatives se créent. On retrouve l'écologie industrielle, l'économie circulaire, l'économie sociale et solidaire, etc. Toutes ces initiatives ont été mises en place par une pluralité d'hommes qui se mobilisent pour rester d'acteurs, d'hommes et de femmes, des citoyens, des communautés, des organismes publics, des académiques. Dans le monde industriel également, les entreprises se mobilisent et de nombreuses démarches sont mises en place. On peut parler de la responsabilité sociétale des entreprises, on peut parler des approches bilan carbone. Au niveau de l'offre, les démarches d'éco-conception et plus récemment d'éco-innovation sont mises en place pour réduire et donc travailler sur les impacts environnementaux et sociaux des produits. Un autre acteur, qui est l'organisme d'accompagnement, vient également consolider ces démarches au sein des entreprises. Et c'est sur cette relation entre l'entreprise et l'organisme d'accompagnement, au sein des démarches d'éco-innovation, que nous allons nous concentrer aujourd'hui. Donc notre exposé va se dérouler en 4 temps. Nous allons d'abord revenir et introduire notre problématique. Nous exposerons notre méthodologie de recherche. S'en suivront un ensemble d'analyses que nous allons effectuer à partir du terrain et des expérimentations d'outils. Et puis nous proposerons la méthode MIRAS qui est issue de notre. Pour introduire notre problématique, nous allons parler du contexte de l'éco-innovation et revenir sur 3 notions clés. Les phases de maturation, l'édilution de valeur et également de projet, et la notion de fixation collective. L'éco-innovation a été définie par Foster et James en 1996 comme un processus de développement de nouveaux produits, services, process qui va d'abord répondre à un besoin social, créer la valeur économique pour l'entreprise et qui va surtout avoir une réduction significative de l'impact environnemental. Dans cette définition, on trouve une hétérogénéité des systèmes éco-innovants qui peuvent aller d'une modification de process produit à une modification bien plus large et plus radicale de business model. Dans ce sens, les processus d'éco-innovation ont été appréhendés de plusieurs manières. Dans un premier temps, les auteurs se sont plutôt concentrés sur des approches de développement de produits et services. Puis plus récemment, on trouve dans la littérature des processus liés aux systèmes socio-techniques et au business model. De manière synthétique, les processus d'éco-innovation peuvent être appréhendés comme un processus classique de conception, où on va retrouver des phases d'analyse d'opportunité, de génération des idées, d'évaluation, la création d'un portfolio de projets qui va mener à un ensemble d'études et de prototypage, tout ça de manière itérative tout au long du projet. Les particularités des projets éco-innovants reposent sur la finalité, donc un produit, un processus, une offre plus soutenable, et donc l'intégration de valeurs environnementales et sociales au sein de l'offre. Pour mettre en place cette nouvelle offre, il faut créer de nouveaux réflexes dans les entreprises et de nouveaux outils et nouveaux acteurs sont intégrés dans les processus. On trouve notamment cet acteur d'accompagnement qu'on a introduit plus tôt. On peut synthétiser les processus simplement en deux parties, les phases amont et les phases aval. Dans les phases amont,
le rôle de l'accompagnement est principalement d'outiller et de mettre en place des démarches d'éco-innovation pour générer et évaluer des idées. Donc on trouve des outils adaptés. Et en phase aval, on trouve des approches beaucoup plus analytiques, des approches type ACV ou encore analyse effective des usages. On retrouve par contre très peu de travaux qui concernent directement l'accompagnement du cycle de vie des idées et de leur processus de maturation, qui permettent d'aller depuis la genèse de l'idée au sein d'un ensemble d'acteurs jusqu'à leur acceptation et leur mise en projet. Gigliardi souligne notamment qu'un accompagnement plus customisé est nécessaire pour faciliter la mise en œuvre des concepts. C'est pourquoi dans nos travaux, nous nous sommes focalisés sur cette phase de maturation de concept que nous avons essayé de théoriser et définir. Suite à la revue d'un ensemble de travaux, nous avons proposé 7 définitions. La maturation est une co-construction itérative et dynamique d'un concept et de son réseau de parties prenantes au regard des enjeux de soutenabilité. Nous avons construit un modèle pour illustrer cette définition, modèle que je vous incite à bien regarder précisément pour pouvoir suivre le long de la présentation, puisqu'il va arriver petit à petit tout en filigrane lors de la présentation. Donc, qu'est-ce que la maturation? La maturation commence par l'ambition d'un collectif de développer un nouveau projet qui a un fort potentiel environnemental et social et qui a du sens pour ce projet. Contrairement à des projets classiques de conception, on retrouve une finalité des projets d'éco-innovation non connue. La maturation consiste en 3 activités. D'une part, explorer les concepts. Cette activité est assez classique dans les situations de conception, c'est partir d'une idée assez floue et parfois mal définie et construire petit à petit une preuve de concept de plus en plus tangible. Ceci peut s'effectuer à la fois en effectuant des phases de divergence et de convergence. La deuxième activité est de manager le potentiel de soutenabilité, qui est directement lié au côté éco des projets éco-innovation. Donc là, l'idée est de trouver la viabilité à la fois sur le plan environnemental, social et économique des projets. Une autre activité que nous avons souhaité mettre en avant et qui est une dynamique organisationnelle, d'intéresser, à force de traduction, de créer des partenariats d'exploration. Dans ce modèle, nous avons voulu vraiment mettre en avant les dynamiques qui existent entre le concept, le réseau de parties prenantes et le potentiel de soutenabilité. On retrouve alors un ensemble de trajectoires possibles. Et l'idéal d'un potentiel maintenu ou renforcé au long du projet se heurte parfois à de nombreuses réalités. On retrouve alors des abandons de projets fréquents et des dilutions du potentiel de soutenabilité. Quand on parle de dilution, nous avons pu observer sur nos terrains 2 types de cas. Des cas où finalement les valeurs environnementales et sociales se diluaient petit à petit pour reprendre au détriment d'un renforcement de la viabilité économique du concept. Et le deuxième cas, c'est au contraire, finalement, c'est des groupes de projets qui ont une forte envie de mettre en place une ambition sociétale à leur projet et qui vont négliger cet aspect économique et donc le potentiel va être réduit, voire peut créer des abandons de projet. Donc nous avons essayé de mieux comprendre ce phénomène de dilution et d'abandon. Et nous avons donc observé qu'il se
confrontés à de nombreuses barrières dans la littérature. Des barrières externes, des barrières internes. Ces barrières vont venir renforcer la complexité des activités de maturation et donc restreindre les trajectoires possibles. En effet, les hauts niveaux d'incertitude, le stress, la fatigue, toutes les conditions vont venir créer des fixations qui vont empêcher les acteurs d'explorer pleinement les possibles et donc de mener à bien leur activité. Ceci va engendrer des transformations au niveau du concept, au niveau du réseau de parties prenantes, qui vont venir renforcer les phénomènes d'abandon et de dilution. Donc pour appréhender ces phénomènes de dilution et d'abandon, un des facteurs possibles est de se focaliser sur les fixations, la notion de fixation, que nous allons définir à présent. Donc la notion de fixation collective a été définie récemment par Marina Lollet comme un ensemble de représentations mentales partagées par l'ensemble des acteurs qui les empêchent de s'écarter consciemment des cadres cognitifs existants pour explorer des alternatives. Cela représente finalement un double défi pour l'acteur d'accompagnement qui va être en train de suivre et conseiller les différents groupes projets lors des situations de maturation. Un double défi qui consiste donc à détecter et observer les fixations collectives et d'autre part à aider à les surmonter. Donc, pour synthétiser, plusieurs constats ont été mis en avant. L'étude des processus d'éco-innovation nous ont permis d'identifier un besoin d'accompagnement des phases de maturation des concepts. Au sein de la maturation des concepts, nous avons pu identifier des phénomènes de dilution et d'abandon de valeur comme des enjeux déterminants, des phénomènes qui sont en partie expliqués par la notion de fixation collective, des fixations collectives qu'il est nécessaire de minimiser pour favoriser le développement de projets éco-innovants. Cela nous amène donc à formuler la problématique suivante, qui est quelles modalités pratiques peuvent mettre en œuvre les acteurs d'accompagnement à l'éco-innovation pour minimiser les fixations collectives, responsables des dilutions du potentiel de soutenabilité des abandons de projet en phase de maturation de concept. Pour appréhender cette problématique, nous sommes basés sur une approche de Design Research Methodology classique, qui avait donc pour finalité de développer des outils et méthodes pour améliorer les pratiques. Se compose en 3 étapes. Une phase de problématisation nous a permis de poser la problématique présentée précédemment et 2 questions de recherche. D'une part, comment on va réussir à caractériser les fixations collectives lors de la maturation du concept, et d'autre part, quelles sont les modalités d'accompagnement pour inciter à surmonter ces fixations collectives. 2 analyses ont été effectuées. L'étude descriptive à partir du terrain nous a permis de caractériser les fixations collectives, et une étude prescriptive qui se base sur une revue des outils et un cycle de conception et d'expérimentation qui nous a permis finalement de proposer la méthode MIRAS, qui est la contribution principale de notre travail. Pour effectuer cette analyse, une méthodologie se base sur une recherche-action au sein de l'organisme d'accompagnement APESA. APESA, notre terrain, donc, est une association qui accompagne les territoires et entreprises vers des futurs souhaitables. Dès le départ, l'équipe avait une réelle motivation pour instrumenter ces phases de maturation des concepts et avait une certaine expérience dans le développement d'outils d'éco-innovation. Également, on retrouve une diversité des pratiques d'accompagnement, pas seulement pour l'éco-innovation, mais un spectre bien plus large, et un réseau d'acteurs très important qui nous a permis d'accéder à des terrains très intéressants. Notre rôle au sein de cet organisme, c'est le rôle de chercheur-acteur. Nous étions chargés de missions en éco-innovation. Cela nous a permis à la fois de rentrer dans l'intimité des processus de maturation de concepts et d'expérimenter, confronter des concepts et outils que nous avions imaginés à la réalité du terrain. Donc nous avions une complémentarité des matériaux de par ce positionnement. Nous avons pu avoir accès à la littérature, à des études terrain
présent nous focaliser sur toute cette phase d'analyse et commencer par l'étude descriptive. Pour appréhender les études terrain et donc faire cette étude descriptive, nous avons donc eu un positionnement qui était d'accompagner 3 entreprises. Nous sommes basés sur 3 cas d'études. On a pu suivre 5 projets. Donc, 3 entreprises qui sont Pyrenex, qui est une entreprise du secteur textile, qui produit des produits à base de duvet et de Siena. Nous avons pu suivre 3 projets grâce à notre positionnement avec APESA. Evolo est une entreprise qui est dans le secteur de la mobilité urbaine, qui développe des tricycles électriques pour améliorer la logistique urbaine des centres-villes. Et la dernière entreprise est une entreprise du secteur énergétique. C'est une ETI avec qui on a pu mettre en place à la fois APESA, ESIA et un autre organisme de consulting, une démarche d'accompagnement qui nous a permis de faire émerger une nouvelle solution énergétique pour une transition à l'horizon 2030. Cette initiative est notamment à émerger sur l'émergence d'une start-up qui est spécialisée dans le stockage d'électricité pour les éco-réseaux. Comment on a appréhendé ces terrains? Finalement, on a eu 2 phases. Une phase où on a été en immersion et donc on a pu pratiquer des observations participantes et un ensemble d'entretien semi-directif. Le niveau d'immersion était variable selon les projets. Et une phase a posteriori, nous avons fait donc une analyse rétrospective de chaque projet. Nous avons pu construire une grille de maturation qui nous a permis, d'une part, de recenser les différentes trajectoires des projets, et étudier les potentiels de soutenabilité, voir les différentes modifications du concept et du réseau de parties prenantes. Puis, nous avons identifié un ensemble de situations sur lesquelles nous avons pu zoomer pour regarder les groupes projets et comprendre quels sont les phénomènes cognitifs sous-jacents. Toute cette analyse et l'étude comparative de ces 3 cas nous a permis de caractériser les pratiques en observant des fixations, de nouvelles fixations, en listant un ensemble de phénomènes cognitifs associés et en mettant en place de nouvelles pratiques, de mieux observer les pratiques d'accompagnement. Vous voyez ici un tableau, un aperçu des analyses rétrospectives que nous avions faites. Vous voyez les cas à droite, les trajectoires de soutenabilité, puis un ensemble d'évolution du concept du réseau de parties prenantes. Donc, qu'est-ce qu'il en ressort? On voit apparaître des phénomènes de dilution et d'abandon, et également des projets où les entreprises ont réussi à maintenir le potentiel environnemental, mais qui ont subi beaucoup de variations du potentiel économique. Lorsqu'on observe les évolutions de concepts et de réseaux de parties prenantes, on observe beaucoup de restrictions conceptuelles et des ruptures dans le réseau initial, que ce soit au niveau des groupes projets qui concevaient le projet, l'organisation globale ou encore l'écosystème. Ces ruptures et ces restrictions peuvent expliquer, entre autres, les trajectoires de soutenabilité. Suite à l'observation de ces différentes structures, nous avons zoomé sur des situations. Pour chaque situation que nous avions identifiée, nous avons fait appel à un ensemble de phénomènes cognitifs issus de la littérature pour pouvoir croiser entre, d'une part, les phénomènes existants et ce que nous avons rencontré dans la littérature. Nous avons observé l'ensemble des phénomènes, toutefois, on a vu apparaître de manière plus détaillée des phénomènes d'ancrage, des biais de disponibilité et un déni des tensions contradictoires. Juste un aperçu, vous pourrez voir l'ensemble dans le manuscrit. Nous passons à présent à la caractérisation des fixations collectives. Donc l'étude descriptive nous a permis de caractériser de nouvelles fixations. Comment on a pratiqué? Donc on a regardé les 3 activités de maturation, puis nous ne sommes pas focalisés sur l'exploration conceptuelle classique qui a déjà été étayée dans la littérature. Nous nous sommes focalisés sur les fixations liées à la construction de réseaux de parties prenantes et à la gestion du potentiel de soutenabilité. Qu'est-ce qu'on aperçoit? Finalement, quand on gère le potentiel de soutenabilité, les groupes projets
ont tendance à se focaliser sur la dimension économique très rapidement, au détriment de l'étude donc, des valeurs environnementales et sociales. Et quand ils arrivent à effectuer une analyse multidimensionnelle, ils ont tendance à oublier d'étudier les interdépendances entre les trois dimensions et donc de considérer à la fois les effets rebonds, les transferts d'impact, etc. Concernant la construction du réseau de parties prenantes, ce qu'on a observé finalement, c'est que les entreprises ont tendance à être vite centrées sur leur activité et ne veulent pas remettre en question le réseau existant. Ils n'adoptent pas donc une posture multi-parties prenantes qui à la fois permettrait d'aller envisager un nouveau spectre de parties prenantes, de nouveaux acteurs, d'aller étudier les différents intérêts, motivations des acteurs, et donc faire preuve d'une capacité d'empathie, et vraiment d'anticiper les mutations au sein de l'écosystème. La caractérisation de ces différentes situations nous a amené à identifier de nouveaux enjeux pour l'accompagnement, qui est d'une part renforcer les activités liées au potentiel de soutenabilité et de réseau de parties prenantes lors de l'exploration conceptuelle, d'autre part d'inciter à explorer les dimensions de soutenabilité et leurs interdépendances, et d'inciter à penser multi-parties prenantes. L'étude descriptive a également permis de regarder l'acteur d'accompagnement et de mieux comprendre sa manière d'intervenir au sein des projets. Nous avons donc vu qu'il avait un périmètre d'action très restreint en situation. Son rôle consiste principalement, donc, lors des phases, à animer les sessions, et donc de trouver des outils, d'essayer d'aider à construire l'exploration chemin faisant, et toutes les phases de préparation que nous avons pu voir constituent un enjeu important dans la manière d'agir de l'acteur d'accompagnement qui est souvent oublié ou négligé dans la littérature. Toutes ces différentes observations nous ont permis d'amener de nouvelles spécifications pour créer une nouvelle méthode d'accompagnement. Ceci nous amène à venir décrire l'étude prescriptive qui a pour but de vous montrer comment nous avons pu concevoir la méthode miracle. Nous sommes partis d'un ensemble de spécifications, qui va reprendre un peu ce qui a été dit avant. Donc, un processus adapté aux pratiques actuelles, donc en s'intéressant à la fois aux phases d'animation et aux phases de préparation, et avoir au sein de la méthode un ensemble d'outils pour les acteurs d'accompagnement et les groupes projets qui vont d'abord permettre de mettre en situation opérationnelle les groupes projets, donc on va faire maturer les projets avec les groupes projets. Et lorsqu'on est accompagnateur, on a également besoin d'observer et d'analyser les trajectoires et situations pendant la session, mais également pendant les phases de préparation, et avoir des outils pour vraiment aider les groupes projets à idéer et dépasser les situations qu'on identifie au fur et à mesure. Cela nous a amené finalement construire une revue des outils basée sur un ensemble de critères d'analyse que l'on voit apparaître ici, qui correspondent chacun à un ensemble de spécifications identifiées. On se demande quel type d'usage a été mis en place par les outils. Est-ce qu'ils permettent de co-explorer les trois dimensions, de visualiser des trajectoires? Comment ils permettent d'explorer la soutenabilité? Est-ce qu'ils permettent d'avoir une vue multidimensionnelle ou systémique? Est-ce qu'ils permettent de décentrer, donc avoir un centrage empathique, que nous avons appelé, et est-ce qu'ils permettent d'inciter aux outils? Voici l'ensemble des outils que nous avons pu étudier pour cette revue des outils. Et voici ici un aperçu du tableau des outils que vous pouvez retrouver en détail dans le manuscrit. Qu'est-ce qui ressort de ces travaux principalement? Donc, on voit juste les outils en ligne et donc les différents critères que je viens de présenter en colonne. Qu'est-ce qu'on retrouve? De nombreux outils permettent de co-explorer les trois dimensions que nous avons détaillées. On parle des nouvelles approches type Sustainable Business Model qui proposent un ensemble de standards où on a bien les trois dimensions, soutenabilité, contexte et parties prenantes qui apparaissent. Toutefois, ces outils ne permettent pas de retracer les évolutions des trajectoires de conception, chose que met en place les outils de cartographie conceptuelle sur lesquels nous avons pu travailler tout au long de nos cas terrains. Et donc, nous avons vraiment identifié cet outil comme un
un outil potentiellement intéressant pour voilà, à la fois visualiser, analyser et faire dépasser les situations collectives. Au niveau de l'idéation sur les fixations, au niveau de la soutenabilité, on retrouve déjà dans la littérature des outils d'éco-idéation, comme par exemple les Touagy. Et au niveau du réseau de parties prenantes, nous retrouvons pas mal d'outils qui permettent d'analyser le réseau, mais très peu d'entre eux vont venir inciter directement à revisiter les réseaux de parties prenantes. C'est pourquoi nous avons choisi deux outils, une complémentarité d'une part entre une carte conceptuelle type mind mapping qui va être adaptée pour les phases de maturation et un ensemble d'outils d'idéation, dont un outil d'idéation réseau de parties prenantes qui va permettre de déstructurer le réseau existant. Donc pour concevoir ces différents outils, nous avons fait un ensemble d'expérimentation, 3 phases d'expérimentation. Nous retrouvons pour construire l'outil d'idéation réseau de parties prenantes, une phase où nous avons d'abord comparé les 3 parties d'outils, puis nous avons fait une expérimentation exploratoire. Et pour combiner les cartes conceptuelles avec les différents outils d'idéation, nous avons fait une 3e phase de test d'usage collectif. Nous allons revenir à présent sur chacune des phases. La première phase de comparaison des outils, nous avons donc sélectionné 3 outils testés auprès des étudiants. L'outil Business Model Canvas, EcoAdit que nous avons orienté partie prenante, et le Value Mapping Tool. Nous avons analysé les différents supports et fonctionnalités intéressantes de chacun de ces outils, puis un ensemble de nouveaux questionnements ont émergé de ces études. D'une part, on va se demander quelle typologie permet de faciliter l'idéation sur les autres parties prenantes. Est-ce qu'il faut plutôt utiliser une typologie restreinte ou élargie, comme dans le cas du Value Mapping Tool? Une autre question que nous nous sommes posées, c'est quelles dispositions ont besoin, toutes ces items parties prenantes, comment ils vont apparaître sur ces différents supports. Est-ce qu'on parle, on va les diffuser de manière aléatoire ou sous forme de réseau, pour pouvoir à la fois détailler les rôles et les interactions, et ou faire une vision égocentrée qui va être centrée sur le projet, qui va permettre finalement d'étudier la relation de chaque partie prenante au projet, mais qui ne pourra pas finalement étudier les différentes interactions. Donc pour tester, expérimenter ces différents critères, nous avons fait une nouvelle expérimentation qui se veut exploratoire, où nous avons organisé un séminaire au sein du réseau EcoSD. 40 membres se sont rassemblés et que nous avons distingués en 4 groupes homogènes, des industriels, des académiques, des animateurs. Pour chaque groupe, on avait un animateur dédié et chaque groupe travaillait sur chaque condition expérimentale que nous avons vue juste avant. Nous n'allons pas détailler l'ensemble des travaux, nous faisons juste apparaître les éléments. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce séminaire? Donc, les groupes ont travaillé sur le concept des Vestali. Ils ont eu le même process et les supports, lors de la phase de maturation des idées, varient. Au niveau de l'analyse des résultats, on s'est focalisé sur 2 types d'analyse. Une analyse sur différents indicateurs liés aux idées qui ont été émises par les différents groupes. Nous avons étudié la diversité au niveau du concept, de la soutenabilité et du réseau de parties prenantes. Ça nous a donné un peu ce genre de graphique. Et nous avons également fait le choix de créer un graphique de maturation qui permettait de retracer finalement l'évolution totale des idées et de voir un peu leur diversité à la fois sur le concept et sur le réseau de parties prenantes. Un des avantages également de ces représentations, c'est d'avoir permis d'étudier le comportement de l'animateur et donc de voir à quel moment il a pu stimuler les groupes et introduire des notions parties prenantes. Donc voilà, l'ensemble de ces différentes phases, à la fois comparaison des outils et cette expérimentation, nous a permis de composer un outil d'idéation qui contient donc trois fonctionnalités bien distinctes. Une typologie qui se veut diversifier mais limitée pour pas que l'animateur soit surchargé.
une disposition finalement à adapter selon le contexte d'usage. Si on est plus dans une exploration des rôles, on va se focaliser sur une vision égocentrée. Si on veut faire diverger et donc interagir, les notions de la vision réseau est intéressante. Pour venir stimuler, renforcer l'idéation autour du réseau de parties prenantes, nous avons fait le choix d'utiliser des composantes de stimulation type méthode de concatage, donc sous forme de verbes. On voit donc on a choisi les verbes ajouter, supprimer, modifier, zoomer, qui donc vont venir stimuler les réseaux de parties. Suite à la définition de cet outil, nous nous sommes posé la question de comment combiner l'outil d'idéation avec l'usage des cartes conceptuelles. Donc pour ça, nous avons mis en place un groupe de travail qui était donc à la fois avec des membres d'ATESA, des membres ESCIA et un ensemble d'intervenants externes, des étudiants et des doctorants ont pu venir participer au session. Une série d'expérimentations qui reposent sur des cas qui ont été déjà travaillés par au moins un ou deux des membres du groupe de travail. Et ceci nous a permis de tester finalement différentes hybridations entre la carte de maturation et la notion de stimulation. Au départ, notre idée était de construire un radar pour les animateurs qui vient se superposer à l'usage des cartes conceptuelles. Et petit à petit, au fil des sessions, nous voyons apparaître à l'écran les différents inputs de l'outil d'idéation que nous venons de décrire. Et donc les parties prenantes, nous avons créé un cercle autour de la carte de mind mapping pour les faire apparaître. Et un ensemble de cartes mémo ont été créées pour lister les différents opérateurs. Donc ces différentes phases de test ont permis de vraiment structurer le cœur de fonctionnement de la méthode MIRAS et de structurer aussi la forme de ces supports. Donc nous allons à présent décrire la méthode MIRAS et voir un peu en situation. MIRAS, l'acronyme, signifie maturation des idées et des réseaux d'acteurs face aux enjeux de soutenabilité. MIRAS, c'est un processus en 2 ateliers. On part d'un concept, on a un atelier soutenabilité, puis un atelier partie prenante. On distingue bien les phases d'animation et de préparation. MIRAS, c'est également une boîte à outils où on retrouve donc 3 types d'outils. Les 2 outils qu'on vient de voir, donc la carte de maturation juste ici et les cartes mémo de stimulation. Nous avons fait le choix également de construire un guide pour les phases préparatoires pour aider les animateurs lors des phases de préparation. Je propose donc à présent une mise en situation. Donc vous êtes un acteur d'accompagnement, vous accompagnez une entreprise du secteur textile. Cette entreprise souhaite mettre en place un concept qui est le concept de fabrique participative de customisation de textiles usagés. Après avoir constitué le groupe de travail et regardé les contraintes de l'entreprise, vous décidez d'utiliser la méthode MIRAS. Vous vous munissez alors d'une carte de maturation et d'un ensemble de cartes mémo. Vous décidez de faire l'atelier soutenabilité. Et donc, vous êtes avec votre groupe de travail, vous allez d'abord définir le concept et ses usages, rappeler quel est le concept de fabrique participative, puis ensuite vous allez balayer un ensemble de cartes soutenabilité, qui sont donc au nombre de 3, on retrouve les aspects sociaux, environnementaux et économiques. Pour chaque aspect, nous avons un ensemble de sous-dimensions qui se présentent sous une carte mémo qui donc est dans ce type. On voit un ensemble de questions apparaître, puis des exemples et des cas d'études qui peuvent venir renforcer l'exploration. À la fin d'une session, lorsqu'on a balayé l'ensemble des dimensions, on se retrouve avec ce genre de représentation un peu plus chaotique que celle-ci. Voilà, donc voici pour l'aspect de soutenabilité. La deuxième partie, donc, c'est permettre de stimuler le réseau de parties prenantes. Et donc là, le principe est le même. On garde la carte de maturation et les cartes mémo, sauf qu'on va venir faire apparaître les parties prenantes, donc définir une typologie qu'on va venir faire apparaître, et utiliser cette fois-ci un ensemble d'opérateurs que nous avons vu tout à l'heure. Donc cela permet à l'animateur et au groupe de pouvoir zoomer, ajouter, supprimer, modifier
les différentes parties prenantes. Si on a aperçu des résultats que nous avons eus dans ce deuxième atelier pour cet atelier de fabrique participative, qu'est-ce qu'on voit apparaître? De nouvelles parties prenantes, de nouvelles interactions et de nouveaux rôles. Donc pour vous aider en tant qu'accompagnateur du projet, entre les phases, vous pouvez également vous aider de ce guide d'analyse des phases préparatoires. Nous n'allons pas le détailler, juste dire les éléments clés. Donc il permet d'une part d'aider les animateurs à formaliser les idées lorsqu'on a la carte de maturation. Ensuite, repérer au sein des différentes idées générées quels ont été les espaces de maturation explorés. Puis, on va venir prendre du recul pour voir identifier les limites du groupe projet et regarder si l'animateur ne peut pas finalement identifier des phénomènes cognitifs lors des groupes de travail. Et à la fin, on va permettre d'identifier de nouveaux challenges. On revoit la roadmap un peu des outils qu'on a pu proposer dans la vidéo, qui est à destination du coup de l'accompagnateur. Actuellement, la méthode Miras est en train d'être diffusée dans les pratiques industrielles. Nous avons conçu un site web et il y a 2 semaines, me semble-t-il, l'étude technique de l'ingénieur a été mise en place, a été mise à disposition sur Internet. Donc il reste encore quelques limites à cet outil pour améliorer cet outil. On peut surtout regarder, nous souhaitons mettre en avant l'ergonomie des cartes de maturation. Nous avons distingué 3 possibilités pour améliorer cette ergonomie. Regarder finalement l'informatisation des supports et peut-être des solutions comme Téléborn. Regardez comment avoir une visualisation évolutive du réseau de parties prenantes. Lorsqu'on est en train de simuler le réseau d'acteurs, comment voir en direct les différentes interactions. Et intégrer de nouveaux formalismes pour analyser les contradictions au niveau du potentiel de soutenabilité. On peut penser aux diagrammes causaux ou à de nouveaux outils qui permettent, à l'aide des principes des outils de système dynamique, à ce moment-là. Voilà. Une autre perspective pour Miras est de voir comment intégrer tout le travail qui a été effectué dans l'approche qui est en cours de développement des mécanismes de stimulation pour les co-idéations, qui est développé par Benjamin Kiel et Flore Valette, et qui fait actuellement l'objet d'un projet ANR qui démarre récemment, exactement, du coup en septembre, il y a 10 démarrage. Donc cette approche se base finalement, au-delà de la stimulation réseau de parties prenantes, c'est d'étudier différents moyens, différentes stratégies d'éco-innovation qui peuvent être utiles pour l'ensemble des groupes projets au fil de la maturation. Alors, on peut stimuler les groupes sur l'éco-usage, sur la production légère, sur le biomimétisme, la création de valeur, etc. Voilà. Donc maintenant, nous allons faire notre conclusion et vous proposer de revoir les apports, les limites. Donc, au niveau des apports, on a identifié des apports à 3 niveaux, au niveau théorique, méthodologique et opérationnel. Au niveau théorique, on retrouve premièrement le travail sur les modèles de maturation, les caractérisations de nouvelles situations collectives et des phénomènes cognitifs. Sur le plan méthodologique, on a vu apparaître au fil de nos analyses un ensemble de grilles qui ont été effectuées, des outils d'analyse de la maturation qui peuvent être réutilisés, réadaptés pour de futures recherches, donc servir de base pour ces recherches. Et au niveau opérationnel, on retrouve donc la méthode Miras. Les principales limites de ces travaux reposent donc sur la validation expérimentale de Miras. Donc on a besoin encore, maintenant qu'elle est créée, de tester expérimentalement la méthode pour voir ses conséquences sur les fixations collectives et finalement sur les différents enjeux de valeur et d'abandon du projet. Des limites méthodologiques également, on retrouve au sein des travaux liées principalement à notre position de chercheur-acteur et donc à la recherche-action. Nous n'allons pas lister l'ensemble des limites liées à la recherche-action. Nous allons juste proposer cette citation de Michelis qui nous dit, que nous avons adapté, qui nous dit « Si nous avons testé de modifier les pratiques d'accompagnement de la maturation des concepts éco-innovants, nos caractéristiques personnelles, sociologiques, politiques
ont coloré l'information recueillie, analysée et interprétée, et sont ancrés fondamentalement dans les projets effectués. Pour terminer, nous avons voulu, au sein de ce manuscrit et de cette présentation, défendre la thèse suivante. L'usage de méthodes d'aide à l'exploration du potentiel de soutenabilité et du réseau de parties prenantes, de type MIRAS, encourage l'identification et la minimisation des fixations collectives responsables des dilutions de valeur, des abandons de projets, en phase de maturation des concepts éco-innovants. Je vous remercie de m'avoir donné la parole.